Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode, ce webinaire de la conquête client. Et maintenant, on fait quoi? Parce qu'on a entendu ce message de nombreuses fois. Dans ce webinaire, nous avons Clément Dubois, qui est stratégiste en management et en organisation des PME, et Clément, qui est un professionnel du marketing digital. Moi-même, qui suis le fondateur et le président de Webmécanique, éditeur de marketing automation. Eh bien, nous allons démarrer tout de suite. Nous avons trois parties. La bonne personne qui va être faite par Clément, le bon message, pardon, la bonne personne qui va être faite par Frédéric, le bon message par Clément. Et moi, je vais m'occuper du bon moment où intervenir dans cette conquête client. À toi, Frédéric. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être avec vous sur ce sujet d'actualité, un peu frustré de ne pas pouvoir être en visio. Alors, en deux mots de présentation, donc Frédéric Dubois, je permets à des dirigeants de PME d'améliorer la rentabilité de leur entreprise en levant le nez du guidon. Je fais ça depuis un peu plus de 20 ans maintenant et ce matin, on va donc parler de la stratégie commerciale et je vais vous proposer de vous inspirer du fakir. Alors, pourquoi un fakir? Parce que un fakir, ce qui lui permet de tenir sur une planche à clous telle que vous la voyez là, c'est qu'il y a beaucoup de clous. S'il y avait juste deux ou trois clous, eh ben, il serait transpercé. Et c'est un petit peu pareil sur votre entreprise. Si vous êtes avec une structure de clientèle où vous avez juste deux ou trois clous, ou une structure de marché sur laquelle vous avez juste deux ou trois clous, eh bien, on voit bien en ce moment avec l'actualité de la filière automobile ou de la filière aéro que c'est dangereux. Donc, au moment de repartir, puisque le thème de ce matin, c'est et maintenant on fait quoi, ben, je vais vous proposer de revisiter votre structure de clientèle en checkant avec la petite liste que je viens de vous proposer, qui est de refaire un grand classique qui est un Pareto par chiffre d'affaires, mais surtout par marge, pour voir qui sont les clients clés qui vraiment me rapportent de l'argent. Et se poser aussi la question de savoir quelle est mon attrition, autrement dit la différence entre le nombre de clients que j'arrive à conquérir chaque année et le nombre de clients qui ne font plus de business avec moi. Et ça, c'est l'occasion d'aller comprendre pourquoi. Parce qu'il y a sans doute des choses à revisiter dans mon offre, à réajuster. Et les clients avec qui je ne fais plus de business sont des sources précieuses d'informations pour ça. Au moment de relancer mon business, il faut aussi que je revisite parce que la courbe de vie d'un produit ou d'un service, eh ben, il n'est pas toujours identique. Il est alors du coup tu as changé de slide là. Voilà. Euh, de refaire également le Pareto avec quels sont les produits qui ont vraiment le vent en poupe. Si aujourd'hui je suis sur des produits qui sont en sommet de cycle ou en fin de cycle, c'est peut-être pas ceux que je vais devoir privilégier et pousser au maximum à un moment où je veux relancer. Et puis ensuite de travailler, de cultiver ma différence. Moi, j'entends trop souvent des dirigeants de PME quand je leur pose la question de savoir c'est quoi leur différence, ils me disent c'est que nous on fait de la qualité. Ouais, c'est gentil, mais le problème, c'est que son concurrent m'a dit la même chose. Ou ma différence, c'est nous, on fait du service, on est réactif. Ouais, mais le concurrent aussi. Donc, quel est vraiment ce qui vous différencie et qui fait que bah, c'est vous que je vais devoir choisir. Alors, il y a des outils pour ça. C'est un des liens qui fait, c'est un des éléments qui fait le lien avec ce que va évoquer Clément dans quelques instants. Je vais te laisser aller sur le slide d'après. Pour les marchés, c'est pareil. Euh, Au niveau diversification, plus je vais diversifier, plus je vais essayer de diminuer mon risque. Et la question que je peux me poser, c'est je suis pertinent sur mon marché actuel, mais quels sont les autres marchés sur lesquels je peux aller me positionner? On va retrouver la question de la différenciation. Et quelque chose auquel on pense pas suffisamment souvent, c'est de revisiter est-ce que je suis sur un océan bleu ou un océan rouge. Bref rappel, hein, l'océan rouge, c'est le marché où il y a beaucoup de potentiel. C'est souvent celui sur lequel on a réflexe de se dire, là, il faut que je relance mon business, on a perdu 2 mois, faut que j'aille chercher du chiffre, et donc on va sur un océan rouge. Le problème, c'est qu'il y a énormément de monde. Est-ce que ce moment de relance n'est pas le moment de se poser la question de savoir, sur des marchés proches du mien, où est-ce qu'il y a des petites niches sur lesquelles on va pas être nombreux, et donc là, je vais vraiment pouvoir exploiter ma différence et avoir une différence de marge. Donc, au moment de se différencier, de se diversifier, pardon, la question, ça va être quelles sont les barrières à l'entrée pour arriver à émerger par rapport à mes concurrents. On va avancer, il y aurait plein de choses à dire encore là-dessus, mais ça, on le traitera après dans les questions-réponses. On va avancer après sur
le management des équipes, puisqu'il y a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser. Pourquoi je passe de ces prérequis? Parce que il faut pas grand-chose pour qu'un coup atteigne sa cible et l'autre pas. Donc, je vous propose ces deux petites matrices pour arriver à sélectionner vos pépites et celles que vous allez pouvoir sélectionner au moment de rebondir. Donc, à gauche, vous avez le potentiel de développement, à droite, le potentiel de rentabilité. Et forcément, avec ça, si vous passez au crible vos différentes prestations, vous allez voir tout de suite celles qui vont être à pousser en priorité. Et vous pouvez faire un second tri avec la durée du cycle de vente. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état de votre trésorerie en sortie de crise, je peux me permettre d'aller sur des marchés où j'ai du potentiel de rentabilité et de développement, même s'il y a un cycle long. Si à l'inverse, je ressors en étant un peu exsangue, va falloir que je privilégie des marchés ou des services sur lesquels j'ai des cycles de décision qui sont rapides. On a la même chose au niveau des prospects. Je peux privilégier des prospects à gros développement de chiffre d'affaires. Et là, cette matrice vous propose de segmenter votre clientèle avec du potentiel de réalisation. Si je suis pressé aujourd'hui, je vais privilégier des prospects sur lesquels j'ai un potentiel de réalisation à court terme. Et donc, c'est là où je vais pouvoir segmenter, faire un tri de clientèle avec, je mets mes commerciaux en priorité sur les prospects en vert, puis en orange, puis en rouge. Je peux en déduire des challenges commerciaux, je peux en déduire des choses en termes de rémunération. Voilà. Sur la stratégie, il y a l'animation des équipes. Et là, on n'est pourtant pas déconfiné depuis longtemps. Ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui ont remis leurs équipes au boulot exactement comme hier. On va faire comme on faisait avant, on fait la même chose, comme si le monde n'avait pas changé. Or, on voit bien, Covid, c'est Michael Aguilar qui disait l'autre jour, ça veut dire commercial en vidéo. Et aujourd'hui, on a pris l'habitude de traiter tout un tas de rendez-vous en vidéo. On s'aperçoit que grâce aux outils digitaux dont vont nous parler Clément et Stéphane, il y a plein de choses qui peuvent se faire en digital. Pas tout, mais beaucoup d'entretiens peuvent se faire en vidéo. Et donc, on arrive maintenant à avoir des taux d'occupation de nos commerciaux qui sont beaucoup plus importants grâce à l'utilisation de la vidéo. Donc, il y a plein de questions stratégiques à se poser sur la taille de l'équipe, sur sa formation. Et donc, c'est véritablement le moment, notamment pour l'utilisation du télétravail et l'utilisation de la vidéo. On peut faire beaucoup plus de rendez-vous grâce aux visio, mais toutes les affaires peuvent pas se traiter de cette manière-là. Alors le reste, je vous propose de le traiter lors des questions-réponses pour arriver à tenir le timing. Et je laisse la place à Clément. Super, merci beaucoup Frédéric. Moi, je vais vous parler du bon message. Il est vrai que effectivement, pour pouvoir justement transmettre une information de qualité à un prospect ou à un client, il faut connaître ses prospects, il faut connaître son entreprise, et c'est un petit peu la partie que vient de vous expliquer un petit peu justement Frédéric sur justement le fait de connaître un petit peu parfaitement les besoins, les attentes, les problématiques de ses clients, les problématiques liées à son marché pour pouvoir mettre en place une stratégie qui soit la plus pertinente et performante possible, que ce soit à court terme, à moyen terme ou encore à long terme. Moi, je me positionne plus sur maintenant, une fois que vous avez acquis cette connaissance client et prospect de manière assez forte, je me positionne plus sur le fait de justement quel contenu leur diffuser, à quel moment. Donc, du coup, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que ce petit tableau qui vous est présenté sur vos écrans vous permet un petit peu de comprendre quelle stratégie de communication vous devez adopter dans un premier temps, et notamment sur le web. Internet a révolutionné beaucoup de choses, a révolutionné notre façon de communiquer, de rechercher de l'information, a révolutionné notre façon de travailler et bien entendu de consommer de l'information. Et il y a encore quelques années en arrière, quand vous mettiez en place des stratégies commerciales ou de communication, vous vous positionnez en bon chasseur et vous alliez chasser vos cibles sur le web ou d'ailleurs sur des canaux plus traditionnels. Internet a un petit peu bouleversé tout ça. Et le but du jeu maintenant, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'une entreprise qui vend des produits, des services, que ce soit en B2B ou en B2C, le but du jeu, c'est pas forcément de se mettre dans la peau du chasseur, mais c'est de mettre dans une peau de cible. Comment je fais pour créer du contenu, pour devenir une bonne cible pour mes prospects et pour mes clients qui chassent de l'information sur Internet. Et ce tableau vous permet de le faire. Vous avez les deux premières colonnes. La première colonne qui vous permet un petit peu de segmenter votre clientèle par type de persona, c'est ce qu'on appelle justement les personas en web marketing, et en fonction d'une segmentation de clientèle, ça va vous permettre de vous dire, voilà, j'ai 3, 4, 5 types de clients différents sur lesquels je dois mettre en place des stratégies de communication qui soient bien ciblées et les plus pertinentes possibles.
Le but du jeu, c'est de segmenter cette clientèle, d'ensuite d'associer justement les produits et les services que je vends à ce type de clientèle. Et généralement, en web marketing, on appelle ça une stratégie de SEO ou de mots-clés génériques pour être bien référencé sur justement les besoins de ces clients, sur ces mots-clés génériques. Et donc, du coup, généralement, on utilise un petit peu ces informations-là pour communiquer, notamment auprès de son site Internet. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'outils satellitaires en dehors de son site Internet pour communiquer à l'heure actuelle. On a le blog d'entreprise, les réseaux sociaux, un système de newsletter, etc., etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que sur ces outils de communication digitale, vous ne pouvez pas parler de vous. Si vous parlez de vous, malheureusement, vous êtes assimilé comme un gros spammer qui envoie des informations, qui parle que de lui, qui parle que de son nombril, qui parle que de ses prestations de services, de ses produits, et qui ne va pas intéresser justement vos différentes cibles. Donc, le but du jeu, c'est de se dire quelles sont les questions récurrentes lors du premier rendez-vous commercial que je vais avoir avec ce type de persona, quelles sont les questions récurrentes qu'il me pose, une sorte de FAQ, de foire à la question qui revient quasiment tout le temps lors du premier rendez-vous commercial, et de se dire, bah voilà, si mon client me pose ces questions-là, que ce soit au téléphone, dans un rendez-vous physique ou sur Internet, c'est qu'il a sûrement aussi posé ces questions à Google. Et le but du jeu, c'est d'identifier ces techniques, ces problématiques clients, ces problématiques prospects, et de créer du contenu sur Internet, justement sur ces problématiques, pour être visible auprès justement de vos prospects en fonction de leur température, de leur maturité d'achat, et qui puissent vous prendre en considération comme un prestataire potentiel qui va pouvoir justement leur amener une solution à leurs problématiques. Donc, c'est ce que j'essaie de vous présenter également dans la slide suivante. Dans la slide suivante, on se rend compte qu'on a différents types de contenus pour différents types de prospects. On a des contenus froids qui correspondent à des prospects froids, des prospects qui, justement, se posent des problèmes, ont un vrai problème à résoudre et qui ont besoin de plus d'informations pour mieux comprendre cette problématique, pour mieux, justement, comprendre potentiellement aussi quelles solutions pourraient, justement, répondre à ces problèmes. Donc, les prospects froids qui, justement, sont à la recherche de contenus froids, attendent de vous vraiment un vrai leadership, une vraie pédagogie. Ils souhaitent être éduqués sur leurs problématiques et non pas sur vos produits et vos services. Et donc, du coup, bah voilà, ils attendent de vous que vous puissiez leur fournir du contenu de qualité. Quel type de contenu de qualité? Il y a bien sûr des conseils, des vidéos, des tutoriels, des podcasts qui sont le format de contenu le plus émergent depuis maintenant presque 2 ans. Ils attendent également le téléchargement de livres blancs, mais encore attention, pas un livre blanc qui est une sorte de brochure commerciale déguisée, mais vraiment un livre blanc, un contenu PDF de 5-6 pages qui parle d'une thématique bien précise et qui permet à ce prospect froid de mieux comprendre sa problématique. Dans les contenus tièdes, le prospect, cette fois-ci, ou le client d'ailleurs, vous pose une seule question. Il vous dit, mais comment je peux régler ce problème? Maintenant que j'ai bien compris ma problématique, maintenant que j'ai compris à peu près justement pourquoi mon entreprise ne fonctionne pas, comment je pourrais réussir à l'améliorer, etc. Comment je peux régler ce problème-là? Donc, il attend de vous, justement, vous lui proposiez cette fois-ci des solutions, des caractéristiques de produits. Donc, il peut être très intéressant de développer des contenus et de les pousser à ce type de clientèle ou de prospect à ce moment-là. Et les contenus que vous pouvez créer à ce moment-là sont bien sûr des pièges à éviter, sont pourquoi pas justement des webinaires comme ce que l'on fait actuellement. Ça peut être également pourquoi pas des études de cas, des avis, des témoignages clients, des infographies, etc. Donc là, le client va vraiment comprendre sa problématique de A à Z et voir quel type de solutions sont à sa disposition pour justement répondre à ce problème, que ce soit un achat B2C ou un achat un petit peu plus long en B2B sur une prestation de service, l'achat d'un logiciel, etc. Et les contenus chauds sont vraiment là pour réussir à transformer le prospect en client ou réussir à transformer ce client en client fidèle. Il va faire du réachat. Et généralement, c'est là qu'on peut commencer à dégainer les contenus qui ont une touche commerciale un petit peu plus poussée, un peu plus forte, de type voilà, brochure commerciale, des promotions, une démonstration gratuite. Pourquoi pas offrir un audit gratuit au sein d'une entreprise ou justement un coupon de réduction, etc., etc. Donc vous avez vu, via ce tableau, il existe des contenus en fonction de la maturité d'achat de vos clients et de vos prospects. Et le but du jeu, c'est d'essayer de réussir à détecter justement quelle est la température de votre contact, de votre audience, pour leur pousser le bon contenu. Ce qui nous permet justement de voir un petit peu ce schéma.
qui est un petit peu simple, mais qui permet de répondre justement à cette stratégie de communication digitale, à une stratégie de communication digitale qui soit la plus performante et justement pertinente possible par rapport à l'audience que vous avez. Donc, vous pouvez créer par exemple un premier message sur un réseau social ou sur une newsletter ou sur un article de blog, que ce soit sur LinkedIn pour une stratégie un petit peu plus B2B, Facebook ou Instagram pour une stratégie un petit peu plus B2C. Et le but du jeu, ça va être de faire la promotion, par exemple, d'un webinaire que vous êtes en train d'organiser ou tout simplement, pourquoi pas, d'une vidéo tutoriel ou encore d'un livre blanc à télécharger sur une page d'atterrissage. Et donc ça, c'est le premier message. Il va servir à quoi ce premier message? Il va vraiment servir à capter l'attention de l'internaute, lui dire, bah voilà, j'ai exactement le bon contenu qui correspond justement à tes attentes du moment. Il faut que tu ailles le télécharger pour justement, notamment, en apprendre davantage et faire en sorte de monter en maturité pour tout doucement glisser vers la décision finale d'achat. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que les personnes qui voient vos messages sur les réseaux sociaux peuvent vous contacter directement. C'est possible de passer d'un prospect froid à un prospect chaud très rapidement en fonction de la maturité de votre lead, de votre contact. Mais il y a aussi des techniques qui permettent de nourrir, grâce à notamment du marketing automation, tout doucement vos contacts pour les faire passer de contacts qualifiés par le marketing, le téléchargement d'un livre blanc, à un contact qui est qualifié par le service commercial lors d'un premier rendez-vous physique, jusqu'à la signature du devis, voire même jusqu'à la fidélisation de la clientèle grâce justement à de nouveaux achats. Et pour justement introduire un petit peu ce qu'est le marketing automation, chose que va faire très très bien notamment Stéphane parce que c'est vraiment l'expertise de Web Mécanique, je vous présente dans ce petit scénario un exemple parmi tant d'autres. Il existe autant d'exemples qu'il n'existe d'entreprises et de connaissances clients. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de scénarios de lean nurturing. Le lean nurturing, c'est vraiment ça. C'est comment je fais pour nourrir un prospect qui n'est pas encore assez mature pour passer à la décision d'achat. Comment je fais pour le nourrir avec du contenu de qualité pour qu'il puisse tout seul monter un petit peu en température et se dire, OK, cette entreprise, elle m'a justement envoyé 3, 4, 5 contenus très intéressants qui m'ont permis de comprendre mieux ma problématique, qui m'ont permis de comprendre quel type de produit, de prestation de service j'ai besoin. Maintenant, je vais contacter l'entreprise ou je vais me rendre dans le point de vente physique parce que j'ai besoin de confiance, d'aide à la décision pour finaliser mon acte d'achat. Et donc, du coup, vous pouvez voir que via des scénarios de 6 emails entre justement le jour 1 et le jour 14, mais ça peut être entre le jour 1 et le jour J plus 3 mois, tout dépend de votre connaissance client et tout dépend aussi justement de ce que vous savez un petit peu dans le cycle d'achat et le cycle de vente de vos prospects et de vos clients. C'est à vous de justement paramétrer votre scénario de marketing automation pour donner le bon contenu à la bonne personne et au bon moment. Ce qui me permet justement d'introduire un petit peu maintenant Stéphane qui va vous parler plus spécifiquement de cette notion-là. Ok, merci beaucoup Clément. Maintenant, on va effectivement, après la bonne personne et le bon message, on va voir le bon moment sur lequel intervenir dans vos points de contact. Dans tout un cycle de vente d'un client, en amont comme en aval, vous allez pouvoir automatiser plein de phases de votre marketing. C'est ce qui va vous faire passer finalement de l'artisanat à l'industrialisation. Aujourd'hui, vous avez plus de 30% des entreprises françaises qui ont introduit de l'automatisation dans leur marketing. La France est le 4e pays, après les Pays-Bas, c'est étonnamment, à utiliser le marketing automation. Et plus de 50% des entreprises, en tout cas, souhaitent augmenter leur budget sur ces sujets-là. Le marketing automation ou l'inbound marketing de manière générale d'ailleurs va être là pour assurer un enjeu de confiance, rassurer vos clients, vos prospects dans l'acte d'achat avec 3 parties essentielles. Un enjeu de contenu qui va être de pouvoir avoir un discours qui est homogène sur tous vos canaux, mais également sur tous vos points de contact. Alors, c'est un enjeu qui est très important et qui n'est pas si simple à tenir parce que lorsque vous avez des réseaux distributeurs, des magasins, des commerciaux, un SAV, toutes ces personnes-là n'ont pas forcément le même discours et la même qualité de discours. Et pourtant, c'est ce qu'il va falloir réussir à faire. Et l'automatisation va vous y aider, va aider ces différentes personnes à tenir cet enjeu. Le deuxième enjeu de personnalisation, c'est de répondre à toutes les sollicitations qui sont la demande des entreprises ou des consommateurs auprès de votre entreprise. Donc, ça veut dire, par exemple, tout simplement être capable de donner une facturation ou de prendre un rendez-vous, même à 3 heures du matin. Et beaucoup de dirigeants, beaucoup de décideurs sont disponibles à d'autres moments que les heures ouvrées.
Et enfin, vous avez un enjeu de personnalisation sur les contenus. C'est ce que vient d'aborder Clément en termes du bon message au bon moment. Et tout ça va permettre d'assurer un enjeu de confiance, rassurer dans l'acte d'achat. Alors, si je devais reprendre que trois parties, effectivement, tu disais, Clément, qu'il y avait plein de scénarios possibles. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, dans les engagements et dans le réengagement des personnes, mais il y a trois moments clés. Il y a le moment du lead, et effectivement, lorsque vous recevez une opportunité, il faut la traiter rapidement. Parce que si vous ne le traitez pas, vous, maintenant, tout de suite, eh bien, quelqu'un d'autre s'en chargera. L'objectif d'un premier niveau d'engagement, c'est déjà d'obtenir souvent, en B2B en tout cas, un premier rendez-vous physique. Et si on est en B2C, parfois ça peut être un achat en ligne directement. Et pour ça, en fait, on va automatiser un engagement qui va se faire progressivement par une série d'emails ou de SMS. Ça peut être des messages également sur les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser, mais la technique va être exactement la même, quel que soit le canal, où vous allez pouvoir engager les clients. Alors, on parle d'une quinzaine de jours lorsqu'on est sur une relation business to business. Ça va être beaucoup plus court si vous vendez des gants ou des chaussettes, évidemment. Et tous ces messages vont avoir pour objectif de segmenter des contacts qui ne sont pas déjà segmentés dans votre base de données CRM, ou de le resegmenter, parce que ça peut être aussi l'occasion d'une requalification si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà un client. Et tout ça va vous permettre en fait d'engager 100% des opportunités qui se présentent à vous sur vos différents contenus, sur des contenus web, sur les réseaux sociaux, que ce soit un webinar comme ici. Ça veut dire que les trois quarts de vos rendez-vous ou points de contact seront très qualifiés parce qu'ils auront été qualifiés en amont par le marketing automation en termes de segmentation et de scoring également, c'est-à-dire de niveau de maturité. Le deuxième point de contact qui est extrêmement important, c'est celui de l'onboarding. Effectivement, une fois que le client est devenu client, c'est-à-dire que le prospect vous a acheté sur votre site e-commerce ou vous a envoyé un bon de commande, eh bien, va commencer l'expérience utilisateur. Et là, si vous voulez allonger la durée de vie de votre client, si vous voulez que votre client revienne ou vous achète plus ou d'autres produits complémentaires, il va falloir faciliter la vie de vos clients dans cet engagement, le rendre autonome. Et pour ça, on va pouvoir, aussitôt que sur votre CRM, le prospect est devenu client, vous allez pouvoir engager là aussi une série de messages. Encore une fois, ça peut être du multicanal, SMS, email, réseaux sociaux. À vous de savoir votre persona, où est-ce qu'il est le plus adapté. Et vous allez pouvoir lui envoyer des messages qui vont non seulement lui donner des clés sur les fonctionnalités ou la façon de travailler avec vous et le rendre autonome. Et ce que vous allez voir, c'est que vous allez avoir moins 30% d'activité sur votre site de support, sur vos pages FAQ, ou tout simplement si vous avez une hotline, des appels en moins. Et ça, déjà, c'est une première économie. Et ensuite, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir beaucoup plus d'utilisation de vos services, de vos produits, et que vous allez voir beaucoup plus de facilité pour réengager vos consommateurs, vos utilisateurs en tant qu'ambassadeurs pour gagner de nouveaux clients derrière, voire pour faire en sorte que ce client, lorsqu'on est en business to business, puisse redevenir un client lorsqu'il va même changer d'entreprise. Troisième point de contact, c'est le Customer Success, donc qui arrive après l'onboarding, c'est-à-dire que le client utilise votre solution ou votre service depuis un certain temps tout l'objectif, ça va être de le garder assez longtemps. Donc pour ça, il va falloir augmenter la valeur de vos clients et surtout, on va pré-identifier les gens qui sont prêts à quitter votre service parce qu'ils ont des signaux faibles qui apparaissent. Et dans ces signaux faibles, très souvent, vous allez pouvoir les voir et c'est un très bon moyen, ce sont de très bons contenus, des contenus froids hein, pour la plupart, c'est sur vos pages de FAQ, sur vos pages de support, vous allez pouvoir taguer des contenus qui vont être tagués de différentes manières. Chez nous, chez Webmécanique, par exemple, en éditeur de logiciel, on va taguer des contenus à un niveau débutant ou à un niveau expert. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais ça va nous permettre de savoir que si un client qui a été formé il y a 6 mois à la solution n'adresse que des contenus de type débutant sur notre site de support, c'est qu'il y a un problème d'autonomie sur ce client et donc il va falloir le réaccompagner, peut-être lui proposer de nouveaux services et le réengager sur des contenus qui vont l'aider, mais peut-être aussi sur une prise de contact avec un account manager ou tout simplement lui reproposer des formations idoines adaptées à son besoin et surtout au point qu'il est en train de traiter dans son usage de la solution. Donc tout ça va augmenter l'expérience client, tout ça va augmenter la fidélisation et vous voyez qu'on le fait de manière complètement automatisée. On génère des signaux faibles qui à un moment donné peuvent générer un appel de la part d'un account manager ou d'un responsable du succès client chez vous. Mais vous le faites de manière proactive au moment
exactement au moment où les gens ont un problème et bien avant qu'ils se posent la question de quitter votre service, quitter votre solution, quitter votre entreprise. Donc, vous améliorez votre taux d'attrition et donc vous améliorez votre croissance derrière. Chez nous, l'année, on a mis en œuvre ce que je viens de vous expliquer sur notre site de support. On a baissé de plus de 10 points notre taux d'attrition et on a augmenté de plus de 30% notre chiffre d'affaires de services d'accompagnement, tout simplement parce qu'on est arrivé au moment où nos clients en avaient le besoin. Et on a augmenté notre taux de satisfaction client de plus de 82 à 98%, c'est-à-dire une quasi-unanimité de nos utilisateurs. Alors, tous ces scénarios, et on a écrit un livre avec Gabriel David Schwebel, patron de l'agence Minute 30, un livre sur le marketing automation qui explique la théorie, mais qui également vous donne des exemples de scénarios. Ils correspondent tous à peu près au même scénario, c'est-à-dire il y a d'abord un engagement quand on attire les visiteurs donc sur vos contenus, tous les contenus qu'a expliqué Clément et la façon de les produire. On va les suivre, ces utilisateurs, on va identifier le prospect, on va le segmenter, on va le qualifier, et ensuite on va le nourrir, on va soit le nourrir, c'est ce qu'on appelle le nurturing en contenu adapté à sa demande. En revanche, s'il est prêt c'est-à-dire qu'il a un niveau de maturité qui est suffisant, alors à ce moment-là, on va l'engager et on va peut-être notifier des commerciaux ou un distributeur pour engager la conversation, je vais dire, dans la vie réelle avec lui. Et je conclurai, je finirai cette présentation en disant que oui, l'email et le SMS sont toujours hyper pertinents aujourd'hui. Ils ont plus de 25 ans d'âge, mais 90% des internautes consultent tous les jours leur boîte email. Donc, ils regardent toujours les emails. Et les SMS, il y en a plus de 180 milliards aujourd'hui. Alors, il y a une baisse aujourd'hui de l'usage du SMS, j'allais dire en B2C, dans les modes de consommation courantes, mais pas en B2B. Sur les aspects commerciaux, lorsque ce n'est pas juste de la pub, mais qu'il y a un véritable engagement, typiquement avec ce webinaire par exemple, si ce webinaire, au lieu d'être un webinaire, aurait été en présentiel, dans un environnement physique, eh bien le SMS aurait été parfaitement adapté pour vous amener sur un atelier, sur une conférence, comme on le fait à Automation Day. D'ailleurs, le prochain Automation Day, c'est le 6 octobre. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'email et le SMS. Bien sûr, les réseaux sociaux sont des moyens, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. sont des réseaux qu'il faut savoir aussi utiliser pour envoyer des messages, engager la conversation et récupérer de l'information. Soyez multicanal, adaptez-vous en fonction du persona, c'est-à-dire de la personne à laquelle vous vous adressez. Merci à toutes, merci à tous. Maintenant, c'est le moment des questions. Il y a une question de Jean-Marc qui demande s'il est possible d'avoir des exemples concrets de PME, ce qu'elles attendaient, ce qu'elles ont fait et surtout des résultats réels obtenus, chiffre d'affaires, nouveaux clients. Donc moi, je vous propose de donner un exemple. Juste avant, je voudrais rebondir sur quelque chose que vient d'évoquer Stéphane et qui est juste primordial. C'est dans le traitement des leads, le temps entre le moment où on fournit un lead et le moment où il est traité par les commerciaux. Et en même temps, ça va faire une réponse à la question de Jean-Marc. J'avais accompagné en début d'année passée une entreprise où le marketing fournissait des leads. Les leads étaient traités sans véritablement de réactivité. Alors, ils n'étaient pas délaissés, ça serait exagéré, mais sans réelle réactivité. Et on s'est simplement en interrogeant les commerciaux, on s'est rendu compte que il n'y avait pas eu suffisamment de travail de coordination entre le marketing et le commercial, et que donc inconsciemment, un lead qui vient du marketing, c'est pas un truc qui est aussi bien qualifié que un rendez-vous que j'ai pris moi. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Le client attend un truc, c'est pas exactement ça. Et voilà. Donc il y avait une espèce de résistance au changement sur des leads qui arrivaient en amont, tout simplement parce que le dirigeant avait fait un travail sur le marketing qui produisait des effets. Il y avait des rendez-vous. Alors sans doute parce qu'il n'avait pas suffisamment travaillé ses personas. Et là, je renvoie au travail fait par Clément. Les rendez-vous pris par le marketing n'étaient pas ultra quali. Mais en attendant, ils offraient la possibilité à un commercial d'être en face d'un client qui avait une problématique que l'entreprise savait régler. Donc, on a fait un travail de fond et ça a permis de travailler la réactivité, de fait d'oublier que, ouais, ok, c'est peut-être pas toujours super quali, mais en attendant, c'est un rendez-vous de plus qui me permet d'engager le dialogue. Alors, juste pour donner des exemples concrets pour répondre à la question de Jean-Marc, alors
là, c'est plus sur la partie qui me concerne, puisque l'exemple que je vais prendre, c'est une tôlerie qui avait une grosse chute de chiffre d'affaires liée à deux phénomènes. Des séries qui partent, les grosses séries partaient dans des dirigeants, dans des pays à bas coût, et puis des concurrents qui avaient renouvelé du matériel qui était un peu plus agressif. Et donc le travail qu'on a effectué était un travail de segmentation de la clientèle, de reprise de contact pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que vous nous passez plus de commandes. Sur les grosses on peut plus se positionner, sur lesquelles est-ce qu'on peut se positionner, etc. Et en retournant voir donc des clients avec qui on bossait moins, des clients avec qui on bossait plus, et en se posant la question de comment évolue le parc machine de nos concurrents, on est arrivé à modifier l'offre de l'entreprise en ciblant sur des séries plus petites, en ciblant sur des séries où on avait des besoins de réactivité. Et alors que l'entreprise était sur une baisse de chiffre d'affaires, la première année, on est reparti sur plus 5% de chiffre d'affaires, et en 24 mois, on était à pratiquement plus 15%. Mais surtout, ce qui est important, c'est en termes de rentabilité. On est allé se positionner, je parlais tout à l'heure d'Océan Bleu, on est allé se positionner sur les séries sur lesquelles le degré d'urgence faisait que le prix passait en second. Et alors que l'entreprise venait pour la première fois de sa vie, au bout de 30 ans, de faire des pertes, au bout de 12 mois, on était repassé à l'équilibre, et à 24 mois, on avait un résultat d'exploitation à plus 6,5. Voilà pour vous donner quelques exemples d'applications concrètes d'une entreprise qui est en perte de vitesse parce que son offre n'est plus adaptée et avec qui un travail permet de renouer assez rapidement avec des résultats aussi bien en termes de chiffres que de rentabilité. Moi, j'ai deux autres exemples, hein. Je vais passer assez rapidement. Renault Sport, qui travaille avec nous depuis maintenant presque 5 ans, avait un engagement email qui est tout d'un coup passé de 40 à 90%. Alors, ça dépend des sujets en fait qui sont abordés. Renault Sport, c'est une grosse PME, hein. C'est une boîte qui fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas du tout le chiffre d'affaires de Renault, et qui s'adresse à la fois en B2B à des équipes sportives et en B2C à des consommateurs très, 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 très ciblés sur des véhicules très, très sportifs. Donc, on est passé de 1-2% d'engagement à 40-90%. Alors forcément, à chaque fois, chaque email est envoyé à beaucoup moins de monde, mais sur des sujets très, très pertinents pour eux. Deuxième exemple qui est plus près de nous, hein, dans nos régions de Savoie, Haute-Savoie, en l'occurrence Haute-Savoie, c'est InMotion, qui est une start-up qui se développe très, très vite sur les airbags et qui a des différents segments, qui a des airbags pour les motos, mais également pour les skieurs. Ils ont d'ailleurs commencé par le ski. Donc, ils avaient vraiment un besoin de segmentation et de contenu très, très adapté sur ces différents types d'utilisateurs. Et ce qu'on a constaté, c'est multiplié par 2 le nombre de leads qui ont été envoyés à leurs distributeurs, puisqu'ils sont des distributeurs très spécialisés, vous imaginez bien, hein, pour la moto, des concessions plutôt moto, et pour le ski, des magasins de sport. Et surtout un taux de transformation en abonnement, puisqu'ils vendent des abonnements au logiciel en fait, qui gère le airbag, qui un taux de transformation qui a été multiplié, qui s'est amélioré de plus 30% à peu près. Et tout ça en moins de 6 mois, hein. C'est-à-dire que c'est un nombre de campagnes d'engagement et de réengagement qui sont relativement simples, qu'on a mis en œuvre, avec des contenus qui ont été adaptés, un gros travail sur les contenus. Clément, il y a une autre question qui est sur les personas. Je te propose de l'aborder et d'y répondre. Ok, c'est quoi la question du coup? Comment bien définir ces personas, effectivement? Ok, ce qui est très important quand on travaille ces personas, c'est déjà, il y a quand même une distinction entre le marché B2B et le marché B2C. On n'a pas du tout les mêmes types de critères de sélection. Donc, si je peux essayer de répondre un petit peu aux deux pour pouvoir avoir une réponse assez globale pour l'ensemble des personnes présentes sur le webinaire, je dirais qu'en B2C, on se positionne. Alors, ce qui est très important déjà dans les personas, peu importe que ce soit sur B2B ou B2C, c'est de ne pas faire des usines à gaz. Ça ne sert à rien de créer des fiches avec des milliards et des milliards d'informations. Il faut essayer de rester le plus concis possible pour que ces fiches, donc ces fiches d'identité de segmentation de clientèle, soient les plus compréhensibles possibles et les plus facilement exploitables. Ce qui est très important de mettre en place, c'est par exemple en B2C, d'essayer de comprendre un petit peu des critères sociodémographiques, d'âge, de sexe, de géolocalisation également, pourquoi pas, mais également de centres d'intérêt et de comportement. Ça sera vraiment super intéressant de mettre ça en place sur des personas B2C. On peut également réfléchir aux leviers de communication que ces différents types de clientèle, de segmentation de clientèle, soient privilégiés
pour notamment rentrer en contact avec justement une marque. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est plus la newsletter? Est-ce que ce sont des canaux de communication plus traditionnels, le flyer, les boîtes aux lettres, le SMS, peu importe. Donc le but du jeu, c'est aussi de comprendre le canal de communication le plus approprié pour contacter la cible en question. On ne s'adresse pas de la même manière si on a une cible plus jeune ou un petit peu plus, on va dire, avancée et d'un certain âge. Ça, c'est très important. En B2B, on va plutôt se focaliser aussi sur justement l'entreprise, bien entendu, mais qui est la personne au sein de l'entreprise que je vais contacter? Qui est l'utilisateur? Qui est le décideur? Qui est l'acheteur? En fonction que ce soit l'utilisateur, le directeur financier ou le grand dirigeant de l'entreprise, on n'aura pas le même argumentaire. Donc le but du jeu d'une création de persona en B2B, ce sera effectivement de reprendre des catégories socio-professionnelles assez classiques, âge, sexe, entreprise, taille d'entreprise, etc., canaux de communication à privilégier, mais on essaiera aussi de porter une attention toute particulière justement à la fonction de la personne et à son pouvoir de décision au sein de l'entreprise, pour voir vraiment justement quel argumentaire je dois avancer auprès de cette cible pour pouvoir y répondre de manière la plus précise. Et enfin, si j'oserais dire, et c'est tout l'intérêt justement de la collaboration entre le marketing et le service commercial, c'est de faire en sorte que les vendeurs, les personnes qui sont en contact avec ces différents personas tous les jours, fassent des retours au marketing en disant, voilà, nous les problématiques et justement les questions récurrentes que nous posent justement ces personnes-là lors des premiers rendez-vous, ce sont celles-là, et que le marketing puisse mettre en forme le contenu, puisque ce sont leur expertise, mettre en forme le contenu pour pouvoir le pousser sur les canaux digitaux notamment. En complément de ce que vient de dire Clément, la collaboration entre les commerciaux et le marketing, c'est juste essentiel. Et effectivement, repartir du traitement des objections et repartir également du système de décision, c'est-à-dire qui décide, comment on décide, quels sont les gens qui ont de l'influence sur la décision. Typiquement, pour prendre un exemple concret, si je suis sur de la vente d'un produit qui représente un investissement lourd, dans une PME, le DAF sera certainement consulté, sauf que je ne m'adresse pas de la même manière à un responsable de prod qu'à un DAF ou qu'au dirigeant. Donc, ça peut peut-être m'amener à avoir des contenus différents. Et ça, les commerciaux connaissent ça par cœur, pour autant qu'on prenne la peine de les écouter, de les rassembler, de les faire travailler ensemble. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Clément. On avait promis 3 quarts d'heure, on tient notre promesse. On vous remercie toutes, on vous remercie tous. Vous avez les coordonnées LinkedIn, Twitter de Clément, de Frédéric et de moi-même. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'engager la conversation sur un des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, eh bien écoutez, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouveaux contenus et de nouvelles expériences autour du marketing digital, du marketing automation, de l'inbound marketing. À bientôt, au revoir. Woo!